Bonjour et bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'asseoir avec Marquis Bureau, qui est coach de vie humaniste et vient en aide aux gens autant dans leur vie personnelle que professionnelle. Doctorant à l'Université Saint-Paul en recherche interdisciplinaire et enjeux sociaux, il a récemment donné une conférence au Centre Action Génération des aînés sur l'art de lâcher prise. 2, 1. Marquis Bureau, bonjour, bienvenue à l'Informel. Bonjour, bien heureux d'être ici aujourd'hui. Ben, c'est bien gentil de nous accorder du temps. Je sais que tout le monde est bien occupé ces temps-ci à travailler de la maison et tout ça, puis en plein jour de nous accorder du temps, là, c'est fort apprécié. Moi, j'ai été interpellé par ce que tu faisais, Marquis, parce que j'ai vu que tu avais fait une conférence avec un autre collègue aussi sur le lâcher-prise avec les personnes âgées là, du Centre Action Génération des aînés. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. C'était une série de 3 ateliers, d'une durée de 2 heures par atelier. Et puis ça s'est échelonné sur 3 semaines. Mhm. Et on couvrait un thème par semaine. C'est un programme, ça a commencé simplement par une présentation de 30 minutes il y a quelques années, il y a même pratiquement 7 ans de ça. Et puis c'est devenu un programme que moi j'appelle le langage secret du changement, mais que les gens appellent de façon plutôt familière un programme sur le lâcher-prise. Ouais. OK. Quand tu dis qu'il y avait 3 thèmes, c'était quoi les 3 thèmes? Les 3 thèmes, le premier atelier, on l'appelle ranimer le feu du courage. Et dans celui-là, c'est vraiment de prendre conscience de ce que c'est la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire quand il arrive un changement dans notre vie et que habituellement, un changement, hein, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui n'a pas été choisi. Et là, il peut se passer toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Et naturellement, l'idée de l'atelier, c'est de donner un sens à savoir, est-ce qu'il y a un moment où c'est propice de lâcher prise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avant la période de lâcher prise? Parce que c'est certain que quand il nous arrive quelque chose, peut-être que la tête peut nous dire, il faudrait lâcher prise, mais ça ne fonctionne pas. Le lâcher prise comme tel, c'est un processus. C'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps ou qui peut se faire assez rapidement. Ça dépend de toutes sortes de raisons, de circonstances qui sont uniques à la personne aussi. Mais dans le cadre de l'atelier qui était offert, c'était de façon, la clientèle, ce sont des proches aidants. OK. Et les proches aidants, c'est pas toujours. Il y a des gens qui sont proches aidants, qui ne sont pas conscients qu'ils le sont parce que c'est un don de soi qu'ils font, Mhm. soit par devoir, par amour, et des fois par tout ça. Il y en a d'autres qui n'ont pas choisi d'être proches aidants et puis que ça leur arrive. Et puis, à l'intérieur de tout ça, c'est ce que j'appelle la période d'agitation, puis de comment on peut retrouver ou trouver une certaine tranquillité. Donc, ça, c'est réellement les principes ou la façon d'arriver à se transformer. C'est vraiment le premier atelier. Le deuxième, on entre un peu plus de façon spécifique dans le lâcher-prise comme tel, en parlant de principes et de pratiques. Et c'est toujours cette réalité entre les principes sont plus au niveau de donner un sens, hein, donner un sens à ce qui est en train de se passer dans ma vie, tandis que les pratiques, pardon, sont plutôt au niveau de trouver des solutions. OK. Et souvent, on enseigne le lâcher-prise du côté des solutions seulement. Moi, je mets beaucoup, beaucoup d'emphase sur y donner un sens. Dans ma pratique à moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui arrivent à donner un sens à ce qui se produit dans leur vie vont trouver la solution. Tandis que les gens qui y vont toujours c'est peut-être la solution d'aujourd'hui, c'est peut-être celle de demain, peut-être que je ne l'ai pas encore trouvée, de façon, je dirais, euh, quand j'ai à expliquer la notion de trouver un sens ou trouver des solutions, je parle souvent du long court chemin.
Le long court chemin étant la recherche de sens. Donc, qu'est-ce qui est en train de se produire dans ma vie, puis qu'est-ce qui est en train de se produire en moi, puis comment je peux trouver un genre d'équilibre entre les deux, tandis que la recherche de solutions est souvent au niveau du court long chemin. Donc, en d'autres mots, on peut être très, très, très actif à vouloir trouver des solutions. On est dans l'agitation, on est dans l'extérieur, et puis on n'arrive pas nécessairement à réellement trouver souvent la bonne solution. Et OK. le dernier atelier est surtout au niveau de, une fois qu'on a lâché prise, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise non plus parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Mhm. Et ils ont l'impression que s'ils lâchent prise, qu'est-ce qui, tu sais, c'est ça, hein, c'est le mystère. Et dans ce qu'on discute dans l'atelier, c'est que le lâcher-prise, ça permet au laisser-venir. Mm. Et le troisième atelier est vraiment sur le laisser-venir. En d'autres mots, une fois que j'ai accepté, que je lâche prise par rapport à ce que la vie m'a donné comme proche aidant, proche aidante, quel est le cadeau du lâcher-prise? Et ça, c'est le thème du troisième atelier. J'ai envie de revenir au premier, parce que le mot que tu as utilisé, ou le thème que tu as utilisé, c'est le courage. Donc, est-ce que lâcher prise, c'est manquer de courage? Non, Ou de ne pas lâcher prise ben, plutôt? non, non. Dans ce sens-là, c'est que un des modèles que je présente dans cet atelier-là, c'est que le cheminement, la route vers le lâcher-prise, naturellement, là, ça ne veut pas dire qu'on y va tous de cette façon-là, mais en Mhm. gros, il y a trois ouvertures nécessaires. Puis une des premières ouvertures, c'est justement de s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir la tête. Le deuxième, c'est l'ouverture du cœur. Puis le troisième, c'est l'ouverture de la volonté. Et c'est là que je vais arriver avec les 3C, parce que l'ouverture de l'esprit, c'est beaucoup une question de curiosité. Donc, en d'autres mots, une façon de commencer à vouloir m'intéresser à un lâcher-prise, c'est OK. de devenir curieux, hein, le Mhm. premier C. Le deuxième, c'est de le faire avec compassion, hein, l'ouverture du cœur, tout ce qui est au niveau émotionnel, c'est qu'on a besoin de le faire dans une certaine douceur. Mhm. Souvent, les gens se font violence ou bien partent en guerre contre eux-mêmes, contre la vie, veulent se battre. Mais c'est aussi de voir que ça peut se faire et que c'est souhaitable aussi que ça puisse se faire avec compassion, avec amour de soi finalement. Et voici le troisième C. C'est que le troisième C qui est au niveau de la volonté. Donc, une fois que l'esprit est ouvert, que le cœur est ouvert, comment j'arrive à agir? Hein? Parce que la volonté, c'est ce qui me permet d'agir et c'est là qu'on a besoin de courage. Mhm. Donc, même si l'esprit, le cœur sont ouverts, ça ne veut pas dire que je suis prêt à l'action. Et le lâcher-prise, c'est de passer à l'action. Puis quand tu parles de donner un sens aux événements, est-ce qu'on est toujours capable de donner un sens aux événements? Ou s'il y a des événements qui sont au-delà de toute compréhension? Ouais, mais même là, quand il n'y a pas de compréhension, c'est de lui donner un sens aussi. Hein. Puis, Tu ça veux ne veut dire un pas sens dire pour soi-même, peut-être? Ou? un sens pour soi-même, oui. Oui, c'est d'arriver. C'est une façon d'intérioriser ce qui se passe à OK. l'extérieur de soi. Et y donner un sens, ça ne veut pas dire y trouver une raison. Y donner un sens, c'est d'arriver à nommer que quelque chose d'important, quelque chose de profond vient de se produire. Hmm. Et de reconnaître que quelque chose d'important et de profond vient de se produire. Parce que sinon, et ça c'est expliqué aussi dans l'atelier, sinon quand on parle de la phase d'agitation, c'est qu'on peut passer d'un état de choc, de colère, déni, souvenir, etc., qui sont très semblables à des phases qui sont associées aussi au deuil, mais quand on est dans un processus où la vie nous donne quelque chose qu'on n'a pas choisi, c'est certain que là, on peut aller dans une période d'agitation et expérimenter la colère, le choc, le déni. Et cette notion de donner un sens, c'est pour cheminer ou s'inviter à aller davantage vers l'acceptation. Donc, l'importance de nommer qu'est-ce qui est en train de se produire et de lui donner un nom.
Parce que quand ça se produit, hein, Jean-François, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Mm. Et on ne sait pas toujours quand c'est à l'intérieur de nous, surtout si on n'est pas en relation, si on n'est pas en train d'en parler à quelqu'un ou même d'écrire. C'est ce qu'on appelle, encore là, j'y fais référence dans l'atelier, c'est ce qu'on appelle, on a de la difficulté quand c'est à l'intérieur de nous à faire les distinctions entre l'objet et le sujet. OK. Donc, ça se peut comme exemple, si j'ai énormément de peine, c'est difficile de, de voir exactement qu'est-ce que c'est cette peine-là. OK. Et l'idée de la nommer, d'y donner un sens, de l'extérioriser, c'est une façon de pouvoir mettre la peine, de pouvoir la voir, de pouvoir l'entendre, et là de voir que je ne suis pas ma peine. Mm. Donc moi et ma peine sont comme, je peux entrer en relation avec elle. OK. Et c'est à ce moment-là, quand je suis capable d'identifier cette relation-là, que je suis en mesure de poser des gestes de lâcher prise. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour l'identifier? Parce que c'est souvent ces émotions-là, si on parle d'émotions négatives, ils ont tellement une emprise sur nous qu'on a l'impression que c'est nous, que je suis colérique. On va dire, je suis colérique ou je suis fâché. Fait comment est-ce qu'on fait pour les dissocier? Idéalement, c'est d'utiliser une approche qui nous permet de l'extérioriser. OK. Donc, soit par la parole avec une autre personne, ou soit avec les mots par écrit. OK. Est-ce que c'est pas un peu aussi comme contre nature d'accepter les choses telles qu'elles sont? On a comme un système, on dirait, qui veut se défendre contre ces événements-là. La réaction initiale, et ça c'est prouvé là, dans les approches psychologiques, là, psychologiques qui s'intéressent au cerveau, c'est que c'est certain que la réaction initiale, c'est soit de vouloir se battre, soit de vouloir fuir, ou soit d'être complètement immobile. Ouais. Hein? C'est à peu près les trois façons. Ouais, en anglais, ils vont dire freeze, flight, puis fight. Ouais. Fight, c'est ça, oui, c'est les trois F en anglais, ouais. c'est ça. Donc ça, c'est certain que si on demeure à ce niveau-là, qui est un niveau complètement automatique, hein, ça se fait automatiquement. Mais à un moment donné, étant donné qu'on a quand même trois centres au niveau du cerveau, à un moment donné, ça passe au niveau de cette première réception-là, une deuxième réception qui est plus au niveau émotionnel, puis ensuite, il va aller au niveau de la raison. Donc, l'idée, naturellement, c'est qu'une fois que c'est au niveau émotionnel, c'est d'arriver, c'est là qu'on veut le nommer, c'est là qu'on veut prendre conscience et c'est là que c'est important d'entrer dans une relation avec ce qui est en train de se produire. En d'autres mots, d'identifier le besoin qui est derrière cette émotion-là. Comme exemple, tu disais tantôt, tu disais colère. Oui, ça, c'est une émotion. Et être capable de la nommer, c'est déjà beaucoup, parce que même là, c'est difficile pour certaines personnes même de nommer leur émotion. Ouais. Et une fois qu'elle est nommée, cette émotion-là, c'est de voir, c'est quel besoin qui est derrière cette émotion-là. Et là, il y a tout un processus aussi pour arriver à nommer le besoin. Et habituellement, quand on arrive à nommer le besoin, quand la personne arrive à nommer le besoin, elle est en mesure d'aller chercher l'aide, si c'est ça qu'elle a besoin. Elle est en mesure d'en parler, elle est en mesure de poser un geste pour justement répondre à son besoin. Il y a, ceux qui suivent l'émission ou qui ont écouté d'autres émissions, vous avez peut-être vu, là, je m'intéresse beaucoup à la psychologie, puis j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Saint-Onge, entre autres, qui étudie en psychologie. On faisait la distinction avec elle entre lâcher prise et abandonner. Parce que il me semble que c'est facile, puis même moi, souvent, quand j'essaie de pratiquer le lâcher-prise, que j'ai l'impression qu'il y a comme une certaine forme d'abandon, ce que je dis, j'abandonne, puis je laisse tomber. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, savoir c'est quoi la différence entre lâcher-prise et abandonner. Oui, ça, c'est quand on est... parce qu'on parle naturellement, il y a différents modèles là, qui existent là-dessus. Mais ce qu'on discute dans nos ateliers, c'est on parle de la voie de l'agitation. Puis la voie de l'agitation, il y a comme... elle peut s'exprimer de deux façons. Soit qu'on est dans la résistance ou soit qu'on est dans la résignation. Okay.
Donc, la résistance, on est encore actif, hein? C'est comme l'image d'un barrage. Là. On est tellement dans la réaction qu'on est même un barrage est capable de produire de l'électricité. C'est fort à ce point-là. Tandis que la résignation, elle, là, on entre plus dans une notion d'abandon. Mhm. Dans le sens que je m'abandonne, hein, ou je m'abandonne à la vie, ou ça dépend du type d'abandon. Et ce n'est pas un lâcher-prise comme tel, parce que ça se fait par, le mot le dit, hein, ça se fait par résignation, qui veut dire que ça se fait dans un contexte où j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir de pouvoir personnel sur ce qui se passe dans ma vie, tandis que le lâcher-prise, c'est une question de pouvoir, c'est une question ça va bien au-delà de l'abandon, dans le sens que j'utilise justement mon pouvoir personnel pour cheminer, pour aller vers une transformation. Donc, je suis loin d'abandonner, je suis dans un processus actif et dans un processus de mieux-être pour moi aussi. Donc, on voit que le lâcher-prise, c'est ce qui permet à la vie de continuer à me donner autre chose. Parce que si je retiens tout ce que la vie me donne, ben là, j'ai plus de place pour recevoir d'autres choses. Ça a d'autres conséquences. Mais le lâcher-prise, ça permet de créer de légers vides, si je peux m'exprimer ainsi, là, et à quelque chose de nouveau, d'émerger. Donc, quand il n'y a pas de lâcher-prise dans la vie, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas d'émergence. Tandis que l'abandon, on n'est pas dans un concept où on souhaite nécessairement l'émergence, la nouveauté, la créativité. On est résigné, on est immobile. C'est différent. Ouais. Est-ce que si quelqu'un qui réussit à atteindre ce stade-là pour faire face à des événements, est-ce qu'il y a aussi, j'imagine qu'il peut ressentir un sentiment de pouvoir, dans le sens d'un pouvoir du contrôle de sa vie et de ses émotions? Absolument, absolument, parce que là, au lieu comme exemple, parce que quand je parle de la phase de l'agitation, de la voie de l'agitation, quand on réagit à la vie, habituellement, quand on réagit à la vie, on est en train de dire non à quelque chose. Et un des principes que j'aime bien aborder, c'est la notion que la vie commence par un oui. Il n'y a rien dans la vie qui commence par un non. Donc, quand je vais vers le oui, ça veut dire que là, la vie me parle. La vie, elle fait ce qu'elle est capable de faire. Elle se comporte comme une vie, puis elle me donne des choses. Et quand je suis dans le oui, à ce moment-là, je suis dans la réception. Je suis dans la réponse et non dans la réaction. Mais c'est certain qu'on a, comme tu disais, on a des mécanismes qui, à un moment donné, font en sorte qu'on va dire non, puis il y a des fois qu'on doit dire non. Et encore là, l'important, c'est pas de toujours dire non, de toujours dire oui, hein, c'est pas des formules aussi simples que ça, mais c'est de savoir d'être conscient, hein, et c'est là l'importance du sens, de développer sa conscience pour faire en sorte que mon non provient d'un discernement, d'une réflexion, il provient de quelque part et non juste un geste automatique que j'aime pas ça, comme exemple, qui est plutôt comme ça se peut qu'initialement, ça soit j'aime pas ça, mais de se poser la question, qu'est-ce qui est derrière le j'aime pas ça? C'est ça qui éventuellement peut donner un sens et aller plus vers, OK, si c'est ça qu'on me donne présentement, comment je peux y répondre? Et je ne peux arriver là qu'en disant un oui. Premièrement, j'ai envie d'y répondre. Puis ensuite, les comment, ben là, il y a toute une multitude de façons d'y arriver. Et c'est pour ça que dans mes ateliers, j'ai moins tendance à enseigner ou à promouvoir les comment, parce que ça, je trouve que c'est très personnel, c'est très individuel. Puis même, d'une certaine façon, ça peut être très intime. Hein? Donc, étant donné que les ateliers se font quand même dans un contexte de groupe, c'est des notions à respecter. Et en même temps, sachant qu'il y a des gens qui aussi viennent aux ateliers parce qu'ils veulent avoir un comment. C'est certain qu'on va aller vers de ce côté-là pour donner des exemples. Sauf que je ne suis pas dans un enseignement un enseignement de recettes, de solutions.
Ça ne veut pas dire que j'en ai pas, hein, Jean-François, mais ce n'est pas ce que je veux mettre de l'avant. Mhm. Moi, ce que je me dis, la contribution que j'aime faire, la relation que je souhaite établir, c'est beaucoup plus une relation de sens qu'ensemble, on va donner un sens à ce qui est en train de se passer. Hmm. Voilà, une J'ai envie de... connexion. Ah, j'aime le terme. C'est drôle. On pourrait parler de connexion aussi plus tard. Parce que je suis dans ce sujet-là, justement, avec un autre entrevue qui s'en vient. J'ai envie de dire aussi que peut-être que ce que tu proposes quand tu parles de solution, c'est un peu, ben, voici, je te montre des chemins possibles, c'est à la personne de trouver lequel des chemins qui convient le mieux. Ça, c'est une façon, puis c'est habituellement la façon je dirais que la majorité des gens, là, ils cherchent de cette façon-là. Hmm. Donc, en d'autres mots, on a tendance à vouloir chercher souvent à l'extérieur de soi, en voulant dire que il me semble qu'il devrait y avoir une réponse à quelque part. Il doit y avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même chose que moi. Et puis, il doit y avoir une méthode à quelque part qui fonctionne. Puis, là, de prendre une méthode qui est extérieure à soi, puis de se l'appliquer, si je peux utiliser l'expression, ça ne veut pas dire que ça va toujours fonctionner. Hein. Il faut quand même, ça demande quand même une certaine expérience de prendre une méthode, de l'appliquer, puis de se transformer de cette façon-là. Et je ne suis pas en train de dire, pour moi, si c'est la voie, si c'est la façon que la personne trouve à court terme de faire, excellent. C'est juste que ce n'est pas le genre d'enseignement que moi, j'ai tendance à offrir parce que dans ma pratique, là, ça fait quand même quelques années que je chemine avec des groupes, avec des individus. Je sais que ça prend plus de temps, le processus du sens, mais d'un autre côté, une fois que tu as capté le sens, que tu es capable d'interpréter ce qui se passe dans ta vie, c'est incroyable, la richesse et les solutions qu'on a à l'intérieur de soi. Et habituellement, c'est ce qu'on résiste. Et je le sais parce que j'ai même, pendant des années, j'ai voyagé partout sur tous les continents, dans multiples pays. J'avais l'impression qu'à un moment donné, je trouverais quelque chose à quelque part. Puis, comme plusieurs, hein, à un moment donné, on s'aperçoit que ce quelque chose-là, il est souvent, et il est à l'intérieur de soi, mais ça prend du temps de se faire confiance. Puis, on a des expériences à vivre, puis je pense que le fait de trouver, de chercher à l'extérieur de soi, ça fait aussi partie d'un processus très sain de cheminement aussi. Qui est un peu le même cheminement quand j'écoute de plus en plus de spécialistes qui parlent, tu sais, il y a un peu le principe de à la recherche du bonheur, mais le bonheur, il n'est pas ni dans ce que tu achètes, ni dans ce que tu vas consommer, ni dans ce que tu vas faire, mais plutôt que c'est une décision de prise de conscience, une décision à l'intérieur de soi. Là. C'est exactement, tu vois, tu es en train de exactement même utiliser les verbes. Quand on est à l'extérieur de soi, on est dans le faire et dans l'avoir. Et habituellement, on veut avoir des choses pour faire quelque chose. Et là, on s'aperçoit que, oups, là, je viens d'avoir quelque chose, ça veut dire que je dois faire autre chose. Et ça, c'est un cycle dans lequel on peut entrer puis qui n'a pas de fin. Et les approches et ça, oui, c'est sain aussi là, d'avoir et de faire, mais dans les approches transformatives ou transformationnelles, ce qui est au cœur de la transformation, c'est plutôt le verbe être. Donc, c'est certain que les verbes avoir et faire sont très importants. Et en même temps, ce qui va réellement, à un moment donné, faire une différence, ce qui va vraiment, à un moment donné, faire en sorte qu'il va y avoir une transformation. En d'autres mots, la transformation, c'est de devenir soi-même. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne s'intéresse pas à notre être, on s'intéresse à d'autres choses. On s'intéresse à tout ce qui est à l'extérieur de soi. Et ça, comme cheminement, c'est intéressant aussi. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que peut-être encore là, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'être. Et c'est là qu'on parle de développement de la conscience et d'utiliser son propre pouvoir personnel en conjonction naturellement avec toutes sortes de ressources qui sont autour de soi. Là, on n'est pas obligé
d'être caché à quelque part dans une caverne pour faire ce genre de transformation-là. C'est pas ça du tout, même au 21e siècle, mais c'est cette idée d'avoir des moments je sais que c'est un mot qui n'existe pas, mais je l'aime beaucoup, d'avoir des moments d'être-té. Donc, être dans l'être. Mais ça, est-ce que ça prend une certaine... Je vais peser mes mots, là, mais est-ce que ça prend une certaine maturité ou selon toi, est-ce qu'à tout âge, on peut découvrir l'être ou découvrir sa personne, ou bien on n'a pas le choix d'avoir, on dirait, un cheminement puis une expérience de vie, ou est-ce qu'on n'est pas capable d'atteindre ces choses-là avant un certain âge? Bon, c'est une question, elle est intéressante, cette question-là, parce que c'est certain que dépendamment à qui on la pose, on peut avoir une réponse différente. Je vais te parler de ma pratique à moi, puis ce que je m'aperçois, c'est que c'est pas une question d'âge. OK. Parce c'est une question de développement de conscience. Et c'est à quel moment de la vie qu'on s'intéresse à notre propre développement, notre développement personnel, à notre développement de conscience. Donc, en d'autres mots, le développement de la conscience, c'est à savoir, c'est cette fameuse question du pourquoi j'existe et du qui suis-je. Et ça, comme on peut avoir n'importe quel âge, ça peut peut-être être une question très répugnante, comme ça peut être une question, wow, c'est cette question-là qui m'intéresse, puis je vais y passer du temps. Donc, il y a quelque chose au niveau du développement de la conscience, mais je parlais tantôt de la vie. La vie est tellement généreuse que si on ne le fait pas consciemment, donc en d'autres mots, si on ne le fait pas consciemment, à un moment donné, et ça, souvent, ça s'appelle le mi-temps de la vie, puis ça, on s'aperçoit que maintenant, il y a même un deuxième mi-temps de la vie. Okay. Et ça, c'est la fameuse qu'on appelle de façon populaire, même si c'est discuté, ça, et disputé comme concept, c'est la fameuse crise de la quarantaine. Ouais. Et il y en a une autre maintenant dans la soixantaine. Ça, c'est un autre... Okay. Ouais, ben oui, parce qu'on vit... on vit un petit peu plus longtemps. Donc, en d'autres mots, il y a toujours de l'espoir si on a si on n'a pas fait nous-mêmes un certain cheminement à 40 ans, il y a encore autour de 60 ans. Et ça, on dirait que c'est la vie qui nous amène là naturellement. On dirait que j'aurais aimé aussi qu'à l'adolescence, il y ait quelque chose qui se passe aussi, parce qu'il y a souvent la question de soi. Mais on va revenir là-dessus. Là. Je suis obligé de t'arrêter là pour le moment. Là. On va finir notre première 30 minutes. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent via ma TV Outaouais. Je vous invite à aller sur notre page Facebook de la TVC Basse-Lièvre là, pour découvrir toutes nos entrevues. Merci. Oui, parce que c'est ça, on dit il y a 40, il y a 60. Mais il y a une grosse question aussi, je trouve, à l'adolescence, de dire OK, qui je suis, puis on est tellement en train d'essayer de découvrir qui on est à cette période-là, mais on n'a pas, on dirait, l'expérience pour le trouver. Là, on est comme trop jeune. Là. Mais excuse-moi, j'ai un petit peu peut-être coupé ton fil d'idée avec la 40-60. Là. Non, c'est certain, parce qu'il y en a même qui parlait d'une deuxième crise d'adolescence ou d'une... À la quarantaine? Oui, c'est ça. Okay. Puis là, on pourrait parler d'une troisième crise d'adolescence. Mais qu'est-ce que c'est finalement une crise d'adolescence? C'est de la façon que moi, je me l'explique. Puis c'est beaucoup plus... on vit au monde, hein, on arrive dans une famille qui va nous socialiser ou nous conditionner à certaines croyances, certaines institutions, certaines façons de manger, certaines façons de se comporter, etc. Puis, quand on parle de la crise d'adolescence, dans le fond, c'est un premier moment dans notre vie où on remet en question ce type de socialisation ou ce type de conditionnement-là qui nous a été offert souvent par des institutions comme la famille, l'école, et même à l'occasion la religion. Donc, il y a des institutions autour de nous qui, elles, vont prôner certains comportements. Puis là, disent, ah oui, ça, Jean-François, ça, c'est un bon comportement. Mais ça, quand tu fais ça, c'est
c'est peut-être moins bon. Fait que là, rendu à l'adolescence, on a comme envie de faire le ménage puis de dire, ben, il doit y avoir une autre façon de vivre. Mhm. Il doit y avoir d'autres choses dans la vie que ce que mes parents m'ont dit, ce que mes profs m'ont dit, ce que les parents, là, dans le sens large, là, les éducateurs dans ma vie, là, ce qu'ils me disent. Puis moi, j'ai envie de devenir un individu dans tout ça. Mhm. Donc, puis là, des fois, c'est réussi, des fois, c'est moins bien réussi. Souvent, ce qui arrive aussi, c'est qu'après l'adolescence, on embarque dans un cycle où on va soi-même peut-être créer un chez-soi. Donc là, on est plutôt dans le rôle de parent. Et là, on s'aperçoit, puis avec conscience ou inconscience, on s'aperçoit que ben, là, c'est à notre tour de conditionner quelqu'un d'autre. Mhm. Puis là, tout à coup, hop, les valeurs, les croyances, les suppositions, les idées préconçues ou non du partenaire ou de la partenaire sont peut-être pas les mêmes. Fait que là, il y a toute cette remise en question-là. Puis, on est tellement axé sur la famille que j'ai l'impression que rendu vers 40 ans, même du côté biologique, mais du côté aussi social, que là, on se dit, ben, ça se peut-tu? Tu sais, on se pose encore la même question. Ça se peut-tu que la vie, ça soit juste ça? Ça se peut-tu que, tu sais, elle est où, moi, ma raison d'être dans tout ça? Puis là, il y en a qui se posent la question, il y en a d'autres qui ne se la posent pas. Et c'est pour ça que maintenant, on s'aperçoit, puis je sais parce que je travaille quand même beaucoup avec les gens de 60 ans et plus, puis il y a des changements extraordinaires qui se produisent dans la soixantaine, puis il y a des nouvelles vies que les gens découvrent, puis c'est des moments de transformation assez riches et incroyables. Et souvent, on va aussi se permettre à ce moment-là de vivre et d'être qui on a toujours voulu être. Ouais. Mais est-ce qu'il y a comme une finalité à ça? Dans le sens, est-ce qu'à un moment donné, tu perçois qu'on découvre enfin qui on doit être, puis être authentique à qui on est, ou si on est comme fait pour être toujours à la recherche de... Comment dire ce que je veux dire? Oui, oui. Et d'après tout ce qui a été publié à ce sujet-là jusqu'à maintenant, même si dans les modèles, on a tendance à croire qu'il y a une finalité, parce qu'on a tendance à voir hein, que dans notre façon humaine de voir les choses, on voit toujours quelque chose du point A au point B, Mhm. sachant que dans la réalité, là, je te dis que partir du point A pour te rendre au point B, là, il y en a des détours, mais c'est certain que dans notre cerveau, c'est une ligne droite. Mhm. Donc, on s'aperçoit que du point A au point B, là, il peut y en avoir des détours, tu peux faire des cercles, tu peux faire des pirouettes, tu peux tomber, il peut se passer toutes sortes de choses. Ça s'appelle quand même de cheminer du point A au point B, mais j'ai l'impression que moi, en tout cas, ce que je trouve personnellement, j'ai l'impression que non, il n'y en a pas de fin, mais que la richesse dans tout ça, la richesse d'apprendre à se découvrir, puis à découvrir le monde, puis à découvrir l'autre, c'est ça en soi qui devient quand même une richesse humaine. Donc, en d'autres mots, j'apprends à devenir, si je peux utiliser l'expression, là, j'apprends à devenir un meilleur humain. Puis un meilleur humain, ce n'est pas dans la performance, hein, ce n'est pas pour dire que je ne suis pas correct, mais c'est juste que je demeure curieux et je continue à faire évoluer ma propre vie. Mhm. Tu sais, il y a deux, quand on parle de la transformation, on a des histoires de création, donc en d'autres mots, voici d'où je viens. Puis là, à ce moment-là, on a tendance à parler de notre famille, puis c'est un petit peu ce que je disais tantôt. Mhm. Puis moi, je me dis, rendu une fois adulte, dépendamment à quel âge on le devient, puis c'est comme je te dis, c'est pas toujours une question d'âge. Une fois rendu adulte, je me dis, ben, tu sais, le récit de création, il m'a été donné. Hein? Quelque chose, quelqu'un, quelque part, qui m'a donné la vie. Mais là, comme adulte, là, wow, à ce moment-là, là, c'est mon récit d'évolution à moi. C'est qu'est-ce que je fais avec cette vie-là. Puis je trouve que c'est intéressant en soi de même concevoir notre vie comme étant quelque chose qui est constamment en émergence, constamment en croissance, constamment en évolution. Mhm. Donc, à savoir s'il y a un point d'arrivée, j'espère, même, je dirais même personnellement que j'espère que non, parce que de passer tout ce temps-là à découvrir, à apprendre, pour moi, c'est ce qui me passionne davantage dans la vie. Mhm.
Est-ce que c'est épuisant? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Absolument pas. Hein, c'est pas quelque chose de... Et c'est pour ça que les gens me disent toujours, oui, c'est pas facile. Hein. Ben, je dis non, si ça l'était, c'est certain qu'il n'y aurait pas d'atelier. Les gens, ils me demandent pas des ateliers, moi, pour marquer comment je pourrais être réactif dans ma vie, comment je pourrais apprendre à me résigner, ou comment Toujours je pourrais l'inverse. apprendre... Ah, c'est ça, on le sait, ça. Fait que là, je me dis, à ce moment-là, c'est pas là qu'est l'apprentissage. En même Puis temps, ouais, excuse, oui, vas-y. j'ai envie de dire, est-ce que c'est difficile? Mais c'est peut-être un peu aussi la perception qu'on veut bien y donner aussi. Oui, parce que ça, c'est une question qui nous invite à ne rien faire. Hein. Parce que c'est tellement difficile que là, je ne sais même pas par où commencer. Ouais. Ou tu vois que, parce que ça revient encore au oui et au non. Hein. On peut dire que c'est difficile dans le sens que c'est un non, dans le sens que c'est bien trop compliqué, je n'embarque pas là-dedans, je ne sais pas où ça va me mener, puis les dernières personnes que j'ai vues qui ont fait ça, en tout cas, ils ne s'en sont pas trop bien sortis. Tu sais, ça peut être, ça peut être à ce niveau-là, comme ça peut être, oui, c'est difficile, puis oui, ça m'intéresse, puis c'est toujours à ce niveau-là, c'est toujours l'énergie avec laquelle je veux que je décide de répondre ou de réagir à ce que la vie est en train de me donner. Ouais. Puis parmi ces choses difficiles-là, puis je sais que c'est un sujet là, que tu aimes discuter, c'est nécessairement on va vivre des échecs. Maintenant, comment... je sais que c'est une question large, mais j'ai envie qu'on parle d'échec parce que souvent, un échec, on dirait que va nous arrêter, va nous stopper dans notre cheminement, puis là, on est comme un peu au dépourvu, puis on n'est pas nécessairement capable de reprendre l'élan. Là, donc, ma question serait peut-être comment bien vivre un échec à ce moment-là, lorsqu'on on y fait face? Ouais. Oui, on a une très drôle de relation même avec le mot échec. Oui, parce qu'il faudrait le définir même aussi, dans le fond. C'est quoi vraiment un échec? Oui, ouais. Sachant que, tu sais, si tu regardes, parce que là, c'est ce que les gens utilisent souvent comme modèle, le modèle scientifique. Hein, c'est important que ça soit scientifique. Et quand tu regardes à la base la méthode scientifique, c'est une méthode qui n'est basée que sur l'échec. Et que c'est grâce à l'échec qu'on découvre quelque chose de nouveau. Et s'il n'y avait pas d'échec, on ne découvrirait rien. Sauf que ça, pour une raison ou une autre, dans la culture populaire, le mot échec, ça n'a pas ce sens-là du tout. Ça a plutôt un sens de honte, de tu n'as pas été capable, au lieu de bravo Jean-François, tu viens de franchir cette étape-là, puis peut-être qu'il y en a d'autres. Et c'est là que le mot échec peut devenir beaucoup plus un moyen d'apprentissage. Mais je sais que culturellement parlant, c'est pas de la façon que c'est vu. Puis même souvent, on peut avoir tendance à vouloir dénigrer quelqu'un par rapport à ses échecs. Tu sais, je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai grandi dans la région de Sudbury, en Ontario. Okay. Donc, de naissance de la région de l'Abitibi, mais j'ai réellement grandi là, en Ontario avec la culture dominante, mais comme francophone aussi, donc culture francophone aussi. En Ontario, disons que je me lance en affaires, hein, parce que il y a une culture qui existe, puis je dirais qu'il y a même une culture qui existe au Québec aussi. Par rapport à qu'est-ce que ça veut dire te lancer en affaires puis avoir ton entreprise. Puis là, tout à coup, j'ai déménagé en Alberta pendant 8 ans, au début des années 2000. Et là, j'ai découvert toute une autre culture par rapport à l'échec. Ah. Et il y avait même une valorisation puis, tu sais, ici au Québec, puis semblable en Ontario, disons que si j'accomplis des choses, là, puis qu'on me donne des médailles, on dirait que quand je connais l'échec, on veut m'enlever mes médailles. Okay. Hein, je sais que c'est une façon là, rapide de dire la chose, mais ce que j'ai découvert en Alberta, dans la mentalité c'était plus tu avais d'échecs, plus tu avais de médailles.
parce que ça voulait dire que tu avais appris des choses, que tu étais capable de te relever le matin, de recommencer quelque chose. Donc, l'énergie, non, c'est une province d'énergie aussi, là, comme le Québec, mais ce n'est pas le même type d'énergie par rapport à l'échec. Mm. Et je me suis dit, ça m'a amené à m'intéresser parce que oui, je dirais même que la majorité de nos transformations se font, je dirais même, dans la douleur. Et c'est souvent à partir d'une douleur, d'une souffrance qu'on va vouloir dire, ben moi, je suis tanné de souffrir. Et souvent, nos souffrances, nos douleurs peuvent être associées à ce que nous, on perçoit comme un échec. Hein, que ce soit un échec au niveau relationnel, que ce soit un échec au niveau de la famille, que ce soit un échec au niveau du travail. En d'autres mots, je n'ai pas été capable d'être performant, de réussir. Mais d'un autre côté, c'est aussi à partir de ces échecs-là qui sont beaucoup plus des apprentissages qu'on est en mesure de cheminer vers la transformation. Puis peut-être aussi, comme on parlait tantôt des émotions négatives, que l'échec ne nous définit pas comme personne. Il me semble qu'on a tendance à s'approprier, dire ah, j'ai échoué, je suis un. Là, on va se donner des mots comme je suis un bon à rien, je suis un pas bon, je suis un ci, mais alors que c'est juste un passage. Oui, puis ça date aussi des grands philosophes qui ont orienté notre culture cartésienne, hein? Pour ne pas le nommer, qui à un moment donné, ben, tout était basé dans l'être, c'était l'être qui réussissait ou qui échouait. En gros, mais il y a d'autres philosophies qui parlent qu'on n'est pas on n'est pas une finalité en soi, on est en devenir. Puis je trouve que quand on a la philosophie du devenir, là, les échecs sont absolument essentiels, au lieu d'être dans la philosophie de la perfection, ou bien de la philosophie que je ne serai jamais parfait, là, qui n'est pas mieux. Donc, cette notion que je suis en devenir, en évolution, ben, pour évoluer, pour devenir, ben oui, c'est certain que j'ai des apprentissages à faire. Il y a un merveilleux livre que je viens de terminer qui s'appelle justement Les vertus de l'échec, et je trouve que ça nous fait faire vraiment là, un 180 degrés. Okay. Ça nous fait complètement inverser la perception de ce que c'est l'échec. Ouais. Mais en même temps, c'est un petit peu dur de l'éviter, je trouve, parce que veut pas, on est comme conditionné depuis toujours. Là, veut dire même, nos parents vont dire ben, bravo pour telle chose, puis ah non, ça n'a pas bien été. Par ça, pire que ça, je trouve. Puis il y a un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu un éveil là, au niveau scolaire là, à ce niveau-là, mais nécessairement, c'est comme ça que c'est écrit dans nos résultats scolaires. C'est pas ah bravo, tu as fait un cheminement, c'est tu as réussi ou tu as un échec. C'est comme dur de changer, de faire le switch après, là, rendu à l'âge adulte, je trouve. Absolument, parce que même notre lieu le lieu de socialisation, de conditionnement, c'est justement ça que là, tu viens de parler des parents et de l'école. Leur culture d'échec n'est pas favorable à tout ce que je viens de dire, ça c'est certain. Ouais. Puis en même temps, on nous dit, ben oui, mais on a droit à l'erreur. Puis c'est intéressant parce que tu as droit à l'erreur tant que tu ne te trompes pas. Mais là, ça marche pas. C'est vrai, pareil. Puis tu vois, Jean-François, ce que tu exprimes en ce moment ou l'observation que tu viens de faire, je l'ai faite à un des... parce que je suis aussi en train de faire un doctorat là, à l'Université Saint-Paul. Puis je l'ai exprimé à un prof il y a 2 semaines. Puis je lui ai dit, je trouve ça intéressant parce qu'on est vraiment dans un processus d'exploration, d'apprentissage et on est invité même à remettre des travaux pratiques qui sont basés sur l'apprentissage. Et puis, il y a comme une façon parfaite de le faire. Donc, en d'autres mots, il y a une note parfaite. Puis là, je me dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça l'expérimentation. C'est un peu contradictoire. Hein? Oui. Je veux, si tu veux bien, j'ai remarqué certaines publications que tu as faites sur ta page professionnelle qui m'ont interpellé. J'aimerais aussi y revenir parce que nécessairement, tout ce qu'on parle est très applicable en contexte de pandémie. Si on parle ne serait-ce que de lâcher prise, on est comme pris dans une situation où il faut un petit peu accepter certaines choses, ce qui n'est pas nécessairement facile.
Mais tu as écrit une chose, puis je me suis dit, je veux qu'il m'explique ce qu'il veut dire parce que j'essaie d'y mettre un sens, mais je trouve ça un petit peu difficile. Donc, je m'excuserai, je vais devoir lire, mais tu disais, en temps de pandémie, il me semble qu'une médecine compassionnelle permettrait aux gens de mieux s'engager collectivement. Nous savons bien que l'approche de la carotte et du bâton n'est pas porteuse de changement social. Donc, deux questions. C'est quoi l'approche de la carotte et du bâton? Du bâton? Puis, on parle, qu'est-ce qu'on veut dire par une médecine compassionnelle? Mhm. Oui, là, on entre dans un sujet de valeur par rapport à l'humain. Le modèle de la carotte et du bâton, c'est le modèle qui existe un petit peu partout, hein, qui est basé sur le comportement et qui est exactement ce que tu disais tantôt. Si tu fais quelque chose de bien, ben, Voici la tu carotte. es correct. Puis si tu fais quelque chose de pas bien, ben, OK. voici le bâton, exactement. OK. Donc, on est dans on dirait, là, dans les approches psychologiques, on est dans un modèle behavioriste. Mhm. Un modèle behavioriste, c'est un modèle qui se fie strictement sur le comportement de la personne. Hein, ne pose pas de questions à savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et toute la médecine est basée beaucoup sur sur un modèle militaire, d'une certaine OK. façon, dans le sens qu'il y a un ennemi Ouais. et on doit se débarrasser de cet ennemi-là. Et ça, c'est. Et je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou pas vrai. Là. Je suis juste en train de faire un constat que on est dans un mode où on est en train de se battre pour vivre Mm. ou de se battre avec la vie. Puis dans ma tête à moi, quand je pense à ça, je me dis, tu sais, à un moment donné, il y a une vie qui m'a donné vie, puis là, je suis en train de me battre contre elle. Mm. Puis je me dis, il me semble que ça, d'une certaine façon, ça a comme un sens, puis ça a comme un non-sens. OK, ouais. Est-ce qu'il y aurait un autre moyen? Mhm. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de. Parce qu'il n'y a rien à gagner avec la vie. Il n'y a personne, je connais personne, depuis que l'humain est humain, qui a gagné contre la vie. Non, on a tous fini au même endroit. Là. Exactement. Donc, à Ouais. ce moment-là, c'est pas un combat, c'est pas quelque chose à gagner. Et c'est là que je me dis de façon populaire, c'est quelque chose à vivre. Mhm. Pour moi, la vie, c'est quelque chose à vivre, c'est quelque chose à expérimenter, c'est quelque chose à explorer. Quand je parle de compassion, parce qu'on n'a pas encore tous les mots, mais ce que je pense, c'est est-ce qu'il y a une autre façon d'interagir entre humains que toujours utiliser le bâton et la carotte? Mhm. Et c'est là que je parle de compassion, dans le sens que on est dans un dilemme, hein, parce qu'on ne peut pas survivre. Moi, je ne peux pas survivre comme humain comme étant tout seul. Donc, de cette façon-là, je pourrais dire que je suis condamné à vivre avec les autres parce que c'est les autres qui font en sorte que moi, je vais rester en vie. Mais là, je n'ai pas envie de me battre contre les autres parce que c'est eux qui me permettent d'être en vie. Mm. C'est plutôt si moi, je me retrouve seul et que je gagne, que là, je pourrais pas survivre aux éléments de la planète. Donc, comment ça se fait qu'on est encore dans un modèle, un modèle militaire, un modèle de violence, finalement? Et de Et, réprimande. et de Aussi. réprimande. Puis ce que j'expérimente beaucoup, puis ça a commencé avec la communication non violente, mais il y a d'autres approches aussi, c'est est-ce qu'il y a d'autres façons? Est-ce qu'il y a d'autres façons? Puis je pense qu'on est en train d'en explorer d'autres, mais on retourne souvent au bâton et à la carotte. Puis, Mm. tu sais, et des fois, c'est même quand on parle de solution et non de sens, ça a toujours l'air comme étant une bonne solution à court terme. Mhm. Sauf que des fois, le court terme, il se prolonge et on est toujours dans cette approche-là. Puis peut-être que ça n'a pas de sens, mais on la continue parce qu'on n'en connaît pas d'autres. Ouais. Ouais, on n'en connaît pas d'autres. Je me dis c'est peut-être ça, parce qu'à un moment donné, dans la situation où on est, c'est un peu la réflexion que j'ai eue avec des gens, c'est que ça fait un an, quasiment jour pour jour, là, non, pas un an, on est à 11 mois, euh,
que si tu répètes la même chose puis que tu obtiens les mêmes résultats, ben, à un moment donné, quand est-ce qu'on change d'approche, là? Oui, oui. T'sais. Parce que même les personnes, les scientifiques, là, les savants, ils nous disent qu'il va en avoir d'autres pandémies. Ouais. Est-ce qu'on va... Puis là, je me dis, ben, on est dans un moment d'apprentissage. Est-ce qu'on est en train d'apprendre? Ça, c'est une autre question. Mais on est dans un moment d'apprentissage. Puis est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ce qui devrait être fait? Puis peut-être la réponse est oui. Peut-être que la réponse est, ben, peut-être qu'il y a d'autres façons. Puis moi, c'est toujours peut-être qu'il y a d'autres façons. Ça m'intéresse depuis que je suis au monde, de toute façon. J'ai toujours eu un petit côté rebelle, mais un rebelle prudent. Ouais. Ah, je te rejoins beaucoup là-dessus. Ouais. Mais, Oui, parce que la sécurité, pour moi, est quand même importante, mais pas trop pour qu'elle m'empêche de vivre. Tu sais, je blaguais à un moment donné, je dis, ben, on dirait que la façon la plus sécuritaire en ce moment, quand on écoute tous les avis des experts, je dis, j'arrive pas à saisir ce que tous ces avis-là veulent dire. C'est comme s'il n'y a jamais personne qui aussi ne tient en ligne de compte tout ce qu'on reçoit comme expertise, puis qui en font un tout. On reçoit tous des petits morceaux ici et là, mais il y a comme... Tu sais, on a appris à dissecter un rat de la même façon à l'école secondaire, mais on ne nous a jamais montré à comment remettre les parties en place. Hein? C'est bien beau, ben oui, ça c'est un système respiratoire, ça c'est un autre système. Ah oui, ça c'est un poumon, mais là, comment tu remets ça en place? Puis je me dis, la science, elle est excellente pour décortiquer, puis on a besoin aussi d'une variété de genres de création, de créatifs, d'imaginaire pour remettre tous ces morceaux-là ensemble. C'est un petit peu ça le côté compassion. Et ça, l'imagination, la compassion, la créativité, ça ne se fait pas avec un bâton et une carotte. Non, clairement pas. Non. Ouais, même ça, je dirais que ça brime le discours, ça brime la créativité, puis ouais. Oui, qui veut dire que ça brime la vie. En d'autres mots, on pourrait dire ça. Ouais. Je veux absolument qu'on touche à quelque chose que je trouvais intéressant sur tes blogs, qui était le leadership authentique. C'est quoi le leadership authentique? On parle de quoi exactement? Quand on utilise cette expression-là, parce que depuis quelques années, on nomme différents types de leadership. Le leadership authentique, c'est vraiment ce que j'appellerais, tu sais, quand je parlais tantôt de la recherche de sens et de solutions, il y a deux types, il y a deux grandes catégories du développement de la personne. Il y a ce qu'on appelle, on peut faire un développement horizontal, comme on peut faire un développement vertical. Okay. Dans le développement horizontal, ça veut dire que je vais chercher plus de ce que je connais déjà. Tu sais, comme toi, comme exemple, tu as ton émission de télé, puis tu te dis, ben j'aimerais ça apprendre à faire ce type d'entrevue-là. Okay. J'aimerais ça faire ceci à l'intérieur de mon émission de télé. Okay. Donc là, je suis en train de faire différemment ce que je connais déjà. Ça ne te transforme pas, toi, Jean-François, comme personne. Okay. Donc, développement vertical. Le développement horizontal, pardon. Le développement vertical, c'est quand moi, je commence à changer moi-même. Donc, en d'autres mots, quand on parle d'authenticité, puis là, je pense qu'on vient de toucher au cœur du sujet, on vient de dire qu'on vient au monde, puis tout le monde nous dit qui on est. Puis à un moment donné, c'est pour ça qu'on a ces crises-là aussi. On se demande, ben, dans le fond, est-ce qu'on est vraiment ce que tout le monde nous a dit qu'on était, ou bien il y a d'autres choses? Et ça, habituellement, ça devient une quête d'identité. Puis une quête d'identité, ça veut dire que je chemine réellement davantage vers ma raison d'être, vers mes propres valeurs, vers développer mon propre discernement. C'est de devenir soi-même. Puis ça, habituellement, dans un contexte de leadership, ça se fait par le développement de la conscience. Et c'est possible, oui, et on commence à avoir de plus en plus de moyens même pour être capable d'identifier là où on est consciemment, puis là où on voudrait se rendre. Et c'est là que toute l'approche de coaching peut prendre tout un sens aussi pour le développement vertical de la personne. Ouais. Mais
Si on vient au mot authenticité, puis c'est un mot que j'aime beaucoup, là, on dirait que qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'être authentique? Est-ce que c'est parce que Euh, tu me parlais de développement de soi. Là, bon, là, je remonte à mes cours de psychologie il y a longtemps, c'est peut-être plus vrai, là, mais on parlait, moi, à l'époque, on disait que ce qui construit notre personne, c'est 50% de l'ADN. Ouais, c'est ça, 50% de nos apprentissages. Non, je pense que c'est ça, 50% de notre ADN, puis l'autre 50%, c'était nos apprentissages avec les gens qui sont autour de nous, donc famille, bon, etc. Euh, Fait que, tu sais, dans le fond, ma question serait comment discerner ou comment trouver qui on est de façon authentique, alors que on dirait que 50% de notre constitution tu sais, est déjà faite, comme en quelque part. Tu sais. Fait que, on dirait que c'est comme, tu sais, la recherche d'identité, c'est comme une question très large qui, dans le fond, on dirait plus j'y pense, moins que j'ai de réponses. Tu sais. Oui, ben, tu vois ce que. Puis là, il y a différentes approches là, que le 50-50 en ce moment. OK. Puis c'est surtout toutes les recherches qui sont en train d'être faites du côté de la neuropsychologie, OK. la neurobiologie, là, l'étude du cerveau. C'est assez extraordinaire, tout ce qu'ils Mhm. sont en train de découvrir, puis ce qu'ils sont en train de dire que ce qu'on croyait auparavant, finalement, c'était pas tout à fait vrai. Mais ça fait partie de la science aussi. Donc, ce que j'entends dans ce que tu viens de me partager, Jean-François, c'est ou ce que j'ai saisi, c'est que ben, tu me dis, ben oui, il y a un donné dans la vie, puis ensuite, par rapport aux données, ben, quelle est la place au développement? Mhm. Puis, moi, je me dis que, et ça, ça commence à être de plus en plus prouvé avec les nouvelles sciences du cerveau aussi, là, il y a pas de limite à notre capacité d'apprendre, qui, selon moi, veut dire, ben, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de découvrir qui nous sommes réellement. Hmm. Et la quête d'authenticité, pour moi, c'est beaucoup plus une question de... Il y a un autre atelier que j'offre qui s'appelle Mettre de l'ordre en soi. OK. Puis, mettre de l'ordre en soi, ça veut dire de donner un sens aussi à tout ce qui m'habite à l'intérieur. Puis, tu sais, comme exemple, les croyances. Parmi là, la multitude de croyances que j'ai, lesquelles sont les miennes? Hmm. Lesquelles là, sont réellement les miennes? Ah, OK, ouais. Puis lesquelles qui m'ont été comme inculquées ou apprises ou. Et puis lesquelles au quoi je vais décider de croire parce que c'est plus facile, parce que je n'ai pas le temps d'en découvrir une autre. Là. Mhm. Des Mhm. fois, on est pratico-pratique aussi. Hein. Ça ne veut Mhm. pas dire qu'on se le dit de cette façon-là, mais donc, juste cette question-là, c'est une quête d'authenticité parce que là, c'est une façon de faire le ménage dans nos croyances. Mhm. On peut avoir aussi des idées, tu sais, les croyances, habituellement, c'est plus des choses qui sont au niveau du cœur. On peut avoir des idées aussi sur comment la vie fonctionne. Ben, Mhm. comment est-ce que je sais que c'est vrai, ça? Puis pour moi, ce questionnement-là, cet intérêt à ces questions-là, c'est à partir de là que l'authenticité émerge. Puis ton authenticité ou mon authenticité, c'est certain qu'il y a de ces croyances-là qui m'ont été données, de ces idées-là qui m'ont été données, qui font partie de mon authenticité. Puis il y en a d'autres que, ben non, c'est pas moi, ça. Mhm. J'apprécie, puis je remercie qu'on m'ait donné ceci, mais c'est pas, non, c'est pas moi. Donc, la quête d'authenticité, elle est intimement reliée aussi à la capacité d'avoir ce que je dirais, une conversation authentique avec soi et avec l'autre, mais en même temps, à la notion d'intégrité. Puis la notion d'intégrité, c'est toute cette notion-là où euh, on est appelé à aligner nos gestes, nos paroles avec nos actions. Mhm. Et ça aussi, ça fait partie d'une quête d'authenticité parce Ben que oui. ça se peut que j'ai certaines croyances, mais que dans mon comportement, ça ne paraît même pas. Bien là, hop, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Mhm. Donc, dans le domaine du leadership, parce que là, c'est plutôt à ça que je fais référence, parce que Ouais. je ne l'avais pas nommé, dans le domaine du leadership, quand on parle d'une quête d'authenticité, on parle d'un développement vertical, d'un développement de la conscience, donc et sachant que l'adulte peut se développer jusqu'à sa dernière seconde de Mhm. souffle, chose qui n'était pas vraie même moi
Les cours de psychologie que j'ai suivis, c'était pas ça que j'apprenais. Même rendu à 21 ans, supposément qu'on était pour être comme ça pour le restant de notre vie. Puis il y en a qui y OK. croient toujours, puis il y en a pour qui c'est vrai. Hmm. Et ça aussi, c'est correct. Mais à un moment donné, quand on fait ce choix conscient de vouloir s'intéresser à notre propre évolution, puis à devenir curieux, bien, il y a toutes sortes de possibilités maintenant. Hmm. Et pour moi, tout ça fait partie d'une quête d'authenticité parce que ça part de cette fameuse question de ben, est-ce que c'est vraiment moi, ça? Ouais. Hmm. Mais j'aime ça parce que, puis ça me rejoint tellement parce que lorsque tu parles d'authenticité, puis là, on dirait que je me sens encore plus authentique parce que j'ai un peu tendance, moi aussi, à avoir comment je dirais ça? Ben, ce que tu disais, que, est-ce que c'est une quête, puis c'est une recherche, puis c'est une ouverture, versus on dirait que j'ai beaucoup de difficultés, moi, à avoir avec quelqu'un, puis j'ai l'impression que c'est pas authentique de l'être, justement. C'est lorsque tu vas dire, ben non, regarde, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Ça a été dit par un tel, ça a été fait par un tel. Alors que souvent, ou à peu près tout le temps, je trouve qu'il y a une nuance. C'est pas noir et blanc, c'est une zone grise. Non, puis l'autre chose que j'ajouterais exactement ce que tu dis, c'est que l'authenticité non plus, c'est pas une destination. Aussi, ouais. Pour moi, ma quête d'authenticité, là, elle recommence à chaque matin quand je me lève. Hmm. Puis il y a des jours où je suis en mesure d'être plus authentique que d'autres. Il y a des gens avec qui je suis. Puis là, c'est pas l'idée que c'est situationnel. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quand même toute la notion de sécurité psychologique aussi. Tu sais. Ouais. Si tu mets ta vie en danger au nom de l'authenticité, ben là, il y a comme une conversation à avoir avec tes croyances aussi, là, parce que là, ça devient beaucoup plus un dogme qui te fait agir d'une façon Hmm. imprudente, puis même qui va à l'encontre de ta vie, bien, ça s'appelle l'authenticité. Ou d'envoyer, parce que ça, on entend ça de façon populaire aussi, l'authenticité, c'est de dire tout ce qu'on pense. Puis c'est comme, je suis pas certain. Je suis pas certain que c'est ça, l'authenticité. Puis de toute façon, quand on est dans un cheminement d'authenticité, on serait les premiers à ne pas vouloir dire tout ce qui nous passe par la tête parce qu'on sait que, ouf, euh, il y a de l'activité là qui est pas toujours la mienne. Ouais. Puis, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, en tout cas, pour moi, la façon que je le vis, c'est, je me dis, je suis très à l'aise d'assumer ce que je pense, que je vis, ce que je dis, autant que ce soit mes croyances, mes bons coups que mes faiblesses. Tu sais, en quelque part, je pense que d'être authentique, c'est d'accepter que devant le regard des autres, que je peux me tromper, je peux faire une erreur, je peux être complètement tu sais, hors champ sur un sujet, puis c'est correct aussi. Là, tu sais. Ça Ouais, fait partie de la recherche, dans le fond. Là. ouais. Il y a les accords Toltec qui forment aussi partie là, qui est une sagesse ancestrale. J'aime beaucoup les liens entre les sagesses ancestrales puis la science aussi, avec tout ce qui est très contemporain. Pour moi, OK. c'est des mondes qui se rejoignent hein, éventuellement. Puis il y a une sagesse autochtone qui parle euh, justement un des quatre accords, c'est de faire de son mieux. Puis pour moi, là, Hmm. c'est ça l'authenticité. Hmm. Faire de son mieux, sachant que mon mieux aujourd'hui n'est pas tout à fait, peut-être sera pas le même. Tu sais, en d'autres mots, l'entretien qu'on est en train d'avoir en ce moment, ben, c'est mon mieux. Mhm. C'est mon mieux en ce moment. Hmm. Est-ce que c'est le mieux de la planète? Ça, c'est absolument pas important. Mais dans une quête d'authenticité, c'est cette notion de, ben, j'ai réussi à faire de mon mieux en ce moment dans les circonstances qui étaient là. Hmm. Et peut-être si on faisait une autre entrevue, ben, mais tu saurais au moins qu'à chaque fois que tu me rencontres, que je vais faire de mon mieux. Hmm. Puis, ouais, puis ça ouvre un peu la porte aussi à la compassion, je trouve, par rapport au regard des autres, tu sais, que de dire, ben regarde, il fait. Puis, j'ouvre une parenthèse, mais tu sais, ces temps-ci, souvent, puis ben, on le fait toujours, mais on fait peut-être plus ces temps-ci, on va critiquer beaucoup les gouvernements par leurs décisions, mais en même temps, moi, puis autant moi je vais être critique de certaines choses, mais autant je comprends que les gens, je pense, font de leur mieux toujours. Du moins, j'ai cette confiance-là que les gens font de leur mieux. Puis c'est pour ça que dans mes commentaires, tu sais, je vais essayer d'être prudent. Puis
je ne sais pas si tu as remarqué la même chose que moi, mais j'ai l'impression que ce qu'on vit présentement, qui est très particulier, crée une grosse division à travers les Mm. gens. Tu sais, quand tu regardes les médias sociaux, il y a beaucoup de noir et blanc, puis on dirait qu'il y a beaucoup de Ouais. confrontation, alors qu'il n'y a pas personne, on dirait justement qui font preuve d'ouverture, comme on parle depuis tantôt, pour dire, ben regarde, d'une part, c'est pas si noir et si blanc que ça, la situation, puis aussi d'un autre côté, il faut comprendre que tout le monde essaie d'agir dans le mieux de tout le monde, je pense, puis que c'est pas, il n'y a pas personne qui essaie de détruire l'autre ou de faire du mal à l'autre, là. Exactement, hein, parce que ce qu'on observe en ce moment, puis c'est de très, très grands moments d'observation. J'imagine que ça va être très riche pour les chercheurs, pour des années à Oui, venir, mais ouais, on est réellement là, on n'est plus dans une question d'axe horizontal et vertical, mais là, on parle plus des polarités. ouais. Puis, on est vraiment dans une situation où on les voit, là, on les entend, on les ressent même, ces polarités-là. Et c'est là que la quête d'authenticité, la quête de sens, la capacité de discernement devient très importante parce que ce qui permet la conversation, et c'est ça qui me manque en ce moment, Jean-François. Hmm. J'entends beaucoup, beaucoup d'opinions, j'entends beaucoup, beaucoup d'expertise. Il y a très peu de conversations. Mhm. Mais là, on en a une aujourd'hui que je trouve extraordinaire, mais ces moments-là, je pourrais pratiquement les compter sur les doigts d'une main, même depuis un an. Ouais. Donc oui, on s'accuse, oui, on prend position, oui, on est pour, il y a des boucs émissaires, il y a des bons, il y a des pas bons. Il n'y a pas de conversation. Mhm. Les décisions arrivent et on sait que c'est de l'inconnu pour plusieurs personnes et que chacun, comme tu disais aussi, fait de son mieux. Mais en même temps, où est l'espace de conversation? Mhm. Où est l'espace relationnel? Ouais. Et pour moi, quand on est dans un moment de polarité comme on est, ce qui crée justement l'intégration des polarités, c'est la conversation. Hmm. Et j'ai soif en ce moment, j'ai soif de dialogue, j'ai soif Tellement, hein. de pouvoir tenir des conversations sur des sujets qui, quand on est dans une polarité, ben, on n'en parle pas parce que on est polarisé. On est Mhm. d'un bord ou de l'autre. Ouais. Donc, on est beaucoup dans le ou, hein, c'est toi ou moi, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Mais spécial. C'est vrai. c'est un temps extraordinaire et c'est là que je réalise jusqu'à quel point, d'une certaine façon, par rapport à la profession que j'exerce, que je suis quand même dans un endroit assez privilégié parce que moi, je suis dans des espaces de conversation, mais même là, en ce moment, on dirait qu'on hésite à avoir certaines conversations, puis j'ai comme l'impression qu'il y a une question de timing, dans le sens que c'est peut-être pas le temps de les avoir quand on est dedans, comme on dit, Mhm. mais j'espère que ce besoin de conversation, de relation va reprendre une fois là, qu'on aura trouvé un sens à tout ce qui se passe Mhm. présentement. Parce Euh, qu'on est beaucoup dans la recherche de solutions. oui, effectivement. Ouais. Euh, on va changer complètement de sujet, puis je vais terminer là-dessus parce que j'ai retenu là, un petit peu plus longtemps que prévu, là. J'aimerais ça que tu me parles du groupe Courage International. Qu'est-ce que vous faites? J'ai vu là, vos vidéos qui étaient très intéressantes, mais peut-être tu pourrais nous en parler un petit peu pour nous initier là, à ce que c'est. Oui, le groupe Courage, c'est un groupe de consultants. On était, là je dis on était parce que je participe toujours au groupe Courage, mais je ne suis plus un des Ah, OK. actionnaires en ce OK. moment. Mais peu importe, hein, j'ai toujours une belle relation avec les deux. Donc, on était trois fondateurs, deux fondatrices, un fondateur. On a décidé que justement de se rassembler parce que ça nous intéressait de pouvoir travailler avec les organisations, avec les individus d'une autre façon. Tu sais, Hmm. les approches
basé sur la compassion, sur le courage, sur l'ouverture, sur l'authenticité. C'est ça les valeurs du groupe Courage. Mm. Et est-ce que c'est possible dans le milieu du travail de tenir des conversations autrement? Est-ce qu'on peut remettre ce que j'appelle, est-ce qu'on peut créer des espaces relationnels où c'est possible, c'est même possible d'être bien ensemble et d'avoir hâte de retrouver ces gens-là. Donc, on n'était pas dans ou on n'est pas dans je dirais, dans les grosses approches solutions là, pour venir restructurer une organisation ou une équipe, mais beaucoup plus dans une approche qui touche à ce que je disais tantôt, dans une approche de conversation. Et je dirais aussi dans une approche qui se préoccupe de la santé et de l'équilibre personnel et de la santé et de l'équilibre organisationnel aussi. Okay. Donc, sachant que l'individu a quelque chose à contribuer au collectif, puis le collectif à l'individu. Donc, c'est ça, ça fait quand même, on venait de fêter notre 10e anniversaire, mais ça faisait quand même une quinzaine d'années qu'on cheminait ensemble et qu'on continue toujours à travailler ensemble. Puis à un moment donné, on a dit, on s'intéresse davantage au leadership. Mm-hmm. Que j'interprète vraiment, moi, comme étant le développement de la personne. Puis il y a un certain type de leadership aussi, donc leadership de conscience, tu as fait référence à tous ces... où on a fait référence à ces points-là pendant notre conversation. Donc, c'était, dans le fond, le groupe Courage, c'était un lieu de découverte, d'exploration, puis d'intégration de qu'est-ce que ça veut dire être humain, puis faire de son mieux. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent, on dirait qu'on n'associe pas facilement leadership à relations humaines ou relations interpersonnelles. Alors, parce que c'est peut-être moi, c'est à quoi j'ai été exposé, mais souvent, le leader va mener, puis les autres vont suivre, puis c'est un peu ça l'image qu'on a. Alors que là, ce que vous proposez, ça me semble être plus vraiment donner une direction ensemble à une entreprise ou un mouvement ou peu importe, puis que tout le monde, c'est comme une synergie, si tu veux. Là. Absolument, absolument, oui. C'est certain que la posture individuelle, elle est importante, mais oui, il y a quand même c'est quand même biaisé vers le collectif, vers le fait qu'ensemble, on est quand même capable de se transformer. Et ça, c'est aussi ces préoccupations-là qui les approches coaching, ce type de leadership-là, etc. C'est au cœur des recherches que je fais aussi présentement dans mon doctorat. Donc, c'est quelque chose qui continue à évoluer et qui est très, très, très différent du récit créatif ou de création que j'ai reçu comme enfant. C'était pas tout à fait comme ça qu'on m'avait enseigné. Non. Mais de tout ça, j'ai gardé quand même une fondation solide aussi. Je ne le fais pas en opposition, mais bien avec tout ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient là, prochainement? Là? Est-ce que tu as d'autres ateliers qui s'en viennent? Puis aussi, peut-être, où est-ce que les gens peuvent te lire? Là, tu tiens un blog. Je ne sais pas si tu y travailles encore beaucoup ou comment ça ressemble à quoi? Oui, bien là, il y a les études doctorales qui prennent un peu de place dans ma vie. Mm-hmm. Oui, il y a d'autres ateliers, d'ailleurs, qui vont être... deux ateliers qui vont être offerts pour justement un organisme semblable à celui qui est à Buckingham, mais qui est dans la région des collines. Donc, il va y avoir un atelier, justement, j'y ai fait référence, sur mettre de l'ordre en soi. C'est un atelier virtuel. Et c'est vrai, hein, je devrais mettre cette information-là sur mon blog. Merci, Jean-François. Et puis... tu vois, si j'avais pensé que c'était un échec, là, j'aurais eu honte, puis j'aurais pas voulu en parler. Mais là, je me dis, merci à toi, tu me l'as fait penser. Donc, un atelier sur mettre de l'ordre en soi, qui va être aussi dans Zoom, et un autre qui est sur comment donner, recevoir et demander une aide, que j'appelle une aide aidante. Okay. Donc, ça aussi, c'est pour les proches aidants. Et il va être offert une deuxième fois à la cabane en Boiron. Bien là, c'est virtuellement par les organismes là-bas, là, l'Académie des retraités, et puis qui va être aussi offert au mois de mars. Donc, à court terme, les ateliers
que j'offre conjointement là, avec Michel Charron. Il y en a au moins 3 qui s'en viennent d'ici la fin du mois de mars. Et puis, habituellement, la série sur le lâcher-prise, ça fait quand même quelques années qu'elle s'offre et elle va aussi probablement s'offrir à nouveau à partir de septembre. Mais Marquis, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je te remercie grandement pour cette belle conversation. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est certainement mutuel. Wow! Ouais, c'est super, ça. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.